Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Late and Smart, le talk du soir sur Bismart consacré à l'actualité économique du jour. Au sommaire de cette émission, Atos sur tous les fronts. Le géant français de l'informatique annonce aujourd'hui l'acquisition de 3 nouvelles entreprises. L'occasion de se renforcer dans le big data, la cybersécurité, mais aussi le digital. Alors que la société affiche des résultats plutôt décevants au premier trimestre, nous analyserons avec nos invités cette nouvelle stratégie. La trésorerie des entreprises au plus haut, pas pour tout le monde, c'est ce que révèle la dernière étude d'Uller Hermès. Nous essaierons dans ce premier débat de faire un état des lieux de la situation financière contrastée des entreprises françaises et européennes. Et enfin, c'est la dernière ligne droite pour les États membres de l'Union européenne pour présenter leur plan de relance. Alors que les États du Nord traînent les pieds, les pays du Sud comme l'Italie ou la Grèce, eux, ont préparé les dossiers les plus aboutis. Quels sont les grands enjeux de cette relance plurielle? Réponse en fin d'émission avec nos invités. Ils sont deux à nous accompagner ce soir. Maxime Sbailly, économiste et directeur du think tank Génération Libre. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Denis Jacquet, président et fondateur de Day One Event. Merci également d'être là. On commence comme chaque soir cette émission avec l'apéritif du jour. Comme chaque soir, en préambule à nos débats, zoom sur un sujet d'actualité qui a retenu notre attention. Aujourd'hui, le géant français Atos, le géant français de l'informatique, qui se renforme dans le big data, la cybersécurité et le digital avec 3 acquisitions à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre, encore très impacté par la crise de la Covid. Il accueille dans ses rangs le Canadien Processia, l'Allemand Cryptovision et le Britannique Ipsotech. Big data, cybersécurité, digital, 3 segments stratégiques de Denis Jacquet. Oui, alors, bon, si on veut faire des mauvais jeux de mots, Atos, c'est un mousquetaire, donc il est là pour se battre, en théorie, et s'il veut continuer à survivre, il faut mieux qu'il continue à agiter ses points. Donc, mais c'est business as usual, comme diraient dans un très bon français nos amis anglais. Des boîtes comme même plus vieilles, comme Cisco, comme Oracle, ça vous achète une boîte par semaine, parfois par jour. Donc le fait qu'il y ait 3 acquisitions en elles-mêmes, c'est pas un chiffre colossal. Le fait de voir qu'elles sont dans les bons secteurs est plus intéressant, parce que comme on se cherche tous au niveau européen une stratégie sur le digital et le numérique, c'est bon de savoir qu'il y a quand même quelques acteurs privés qui, eux, s'en préoccupent. Donc, à défaut d'avoir un ministre qui sert à quelque chose, au moins on a des entreprises qui sont efficaces. Donc, et je pense qu'Atos fait partie de ces champions qu'on a et qu'il faut continuer. De la même façon qu'SAP, qui est la plus grosse valorisation européenne en matière de techno, suivi de très loin, mais de façon incroyable, par Dassault Systèmes. Enfin, on a fait quelques très très beaux champions. Dassault Systèmes, c'est juste exceptionnel. Bon. Donc Atos, en fait, alors il y a la cyber, il y a la transition digitale. Et dans la transition digitale, ils ont notamment investi dans ce qu'on appelle le edge computing. Alors le edge computing, en fait, c'est tous ces objets connectés qu'on va avoir partout. Mais d'habitude, la data, elle part de l'objet, puis elle va dans un cloud, donc dans un espace central vaporeux, quelque part dans le ciel, où il est traité chez Amazon, Microsoft, tous les géants du cloud. Et là, maintenant, ce edge computing, en fait, c'est cette technique qui permet de faire en sorte que l'objet lui-même traite sa propre donnée et la transfère à d'autres. Donc, il n'y a plus besoin de passer par un point central. C'est donc, comme on appelait à l'époque de Skype, pour les ancêtres comme moi, du peer-to-peer. Donc, ça va d'un côté et de l'autre, de façon complètement transversale. Et ça, c'est intéressant parce que le edge computing, c'est vraiment le début du travail sur la révolution de l'Internet des objets. Et là, pour le coup, le fait de savoir qu'on a des acteurs qui sont en pointe là-dessus, puis la dernière remarque qu'on peut se faire, mais je veux dire, ça aussi, c'est une lapalissade, c'est que, en fait, dès qu'on devient un grand groupe, on n'innove plus, on est obligé d'acheter parce que l'innovation, elle est ailleurs. Donc, Denis Jacquet, expliquez-nous, selon vous, la stratégie derrière. On est dans une logique concurrentielle, on est dans une logique d'attirer du savoir-faire. Qu'est-ce qu'on cherche avec ces 3 acquisitions? Bien sûr, toutes les boîtes vont aujourd'hui vers cette transition qu'on appelle numérique. Donc, déjà, il faut que vous ayez de la data, donc il faut bien aller chercher des boîtes qui sont capables de vous la donner pour la traiter, la processer, travailler avec des supercomputers qui permettent de la processer à toute vitesse, avec maintenant les ordinateurs quantiques qui permettent de faire en quelques secondes ce qu'on ferait normalement avec un ordinateur en plusieurs années. Vous avez ensuite le fait de la protéger, cette donnée, cette data, donc c'est toute la cybersécurité. Alors là, pour le coup, on a été attaqué par la Covid, mais les cyberattaques deviennent effectivement la norme quasiment quotidienne pour toutes les boîtes. Ça devient terrifiant. J'ai encore reçu ce matin
un mail de ma plateforme bancaire qui me dit qu'elle est attaquée, mais que je me rassure. Non, c'était ma location de vélo aux États-Unis. Il me disait, mais vous inquiétez pas, ils n'ont pas accédé à vos... Donc, ils ont été attaqués, l'équivalent du Vélib de Miami, pour récupérer les cartes bleues des clients, quoi. Bon. Donc ça, c'est tous les jours. Ça vient de Russie, ça vient de Chine, principalement aujourd'hui, donc cybersécurité. Donc Atos se met là où le marché se développe. Donc voilà, c'est rassurant, c'est bien. Ils sont sur les bons sujets au bon moment. Et c'est vraiment les secteurs stratégiques, la data, la cybersécurité, le edge computing, les objets connectés. Ils seront dans le bon timing, je pense. Après, la taille de leurs investissements, leur politique d'expansion, je la connais un petit peu moins, notamment depuis le départ de Thierry Breton, mais manifestement, ils y vont. Et c'est là où vont les Chinois, les Américains, enfin tout le monde. Donc, pas de surprise. Maxime Zbaï, pas de surprise. C'est logique, notamment sur les investissements, comme le disait Denis Jacquet, sur la cybersécurité. C'est un enjeu majeur de demain. Oui, alors ce qui est quand même intéressant, là, c'est qu'on a 3 acquisitions qui arrivent dans un timing un peu spécial, puisqu'ils viennent d'annoncer des chiffres qui ne sont pas très bons au niveau trimestriel. Et là, tout d'un coup, on a 3 acquisitions qui sortent un peu nulle part. Je crois qu'on ne connaît même pas encore les montants, en fait. Tout à fait. Donc, il faut encore voir un peu les détails. Mais c'est un peu une shopping spray. Ils se mettent tout de suite à acheter. Donc, c'est clairement de la croissance externe. C'est d'aller chercher de l'innovation par l'acquisition. Alors, on pourrait dire que c'est prédateur. Certains régulateurs pourraient le voir de cette manière. D'ailleurs, je ne sais pas comment la Commission européenne va réagir à ça. C'est intéressant de voir qu'il y a des secteurs qui se portent très bien, le numérique, et qu'il y a effectivement des acteurs français qui sont encore dans le coup et qui sont encore à essayer de s'expandre et d'aller sur ces secteurs d'avenir qui sont extrêmement importants. Alors moi, je ne connais pas exactement bien le business model de Atos, mais il me semble que c'est quand même un espèce de vieil acteur de l'informatique qui essaye vraiment de s'imposer dans le digital. Et le meilleur moyen, c'est effectivement d'aller chercher ailleurs, là où il y a la compétence, là où il y a le talent. Donc très bien, mais moi, j'aimerais bien voir les détails un petit peu, de voir si ça leur a coûté cher, en fait. Quelle est combien ils ont investi dans ces acquisitions-là et quel va être le retour sur l'investissement dans le futur. Je rebondis sur ce que vous dites, Maxime Zbaï, sur un secteur qui marche bien. Selon les prévisions du syndicat professionnel des acteurs du numérique, le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Alors on a l'air de parler d'explosion du secteur du numérique. Comment on explique ces chiffres, Denis Jacquet ? En fait, il y a une différence entre les GAFAM et puis il y a les autres acteurs du numérique. C'est-à-dire qu'en réalité, d'abord, il y a eu une prime au gros, comme toujours. Donc, il y a eu suffisamment de petits commerçants, et à juste titre, qui disaient, mais en fait, en nous continuant à nous fermer, vous continuez à alimenter la machine Amazon. Donc, bon. Et ça, c'est un discours qui est en France et qui est un petit peu partout. Donc, il y a clairement une prime au gros, continuer à bien se tenir d'un point de vue résultat et d'un point de vue boursier. Quand vous regardez le titre d'Amazon, de Tesla, depuis le mois de mars, qui était le moment de la chute, c'est juste hallucinant. Bon, donc après, si vous prenez aussi tout ce qui était lié à l'alimentaire, donc les Deliveroo, les Uber Eats, pendant la crise, a dépassé le chiffre d'Uber, alors que c'est une activité très récente comparée à celle d'Uber. Donc voilà, il y a ceux qui ont profité de la crise, et puis il y a ceux qui ont ralenti un petit peu, parce que les gens étaient chez eux. Consommer du textile, même à domicile, dans son canapé, quand on ne bouge pas de son pyjama de la journée, présentait un intérêt assez limité. Une doudoune l'hiver ou un maillot de bain l'été, sachant que vous êtes toujours à la même température dans votre appartement, vous ne changez pas. Donc forcément, certains ont souffert plus que d'autres. Et l'activité au global a souffert. Donc c'est pas, je veux dire, c'est 4% par rapport à une baisse qui est beaucoup plus lourde dans le secteur traditionnel. Il faut relativiser ces chiffres. Par le temps qui court, c'est plutôt pas mal. Chute du PIB de 8%. Donc il y a des secteurs qui ont connu des chutes de 30-50%. Donc effectivement, c'est du négatif, mais comme vous l'avez rappelé, c'est très fortement concentré donc sur les plus gros qui, eux, ont vu tout augmenter, à chaque fois, le nombre d'abonnés, le nombre de messages. Et donc le 4,5%, il faut, je pense, le prendre avec un contexte qui fait que c'est pas si mal. Mais là aussi, il faut regarder effectivement quelles sont les distributions par acteur au niveau du marché dans son intégralité. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez bien sûr avec nous. On passe tout de suite à notre premier débat. On parle de trésorerie des entreprises. Notre premier débat ce soir sera consacré à la trésorerie des entreprises françaises et européennes. Accumulation de liquidités, concentration des liquidités. Les derniers baromètres mettent en exergue une trésorerie des entreprises au plus haut depuis 2017, notamment celle des PME. Le résultat d'un soutien fort de l'État et de nombreuses aides publiques comme les PGE. Dans le détail, tout n'est pas si beau. Nous voulions aujourd'hui faire un point sur la situation. Comment a-t-elle évolué ces derniers mois ? Quelles sont les entreprises et les secteurs
secteur qui concentre aujourd'hui le plus de trésorerie. Premier enseignement de la dernière étude Euler-Hermès, sur laquelle nous allons nous appuyer pas mal aujourd'hui. Les entreprises ont bel et bien donc accumulé du cash tout au long de cette crise de la Covid, mais leur niveau diffère selon les secteurs. C'est important de dire que toutes les sociétés ne sont pas concernées, Maxime Sbailly. Oui, alors ce qui est intéressant dans cette étude, effectivement, c'est que déjà, ils ont fait une estimation de la trésorerie, ce qui est pas mal. Et ils regardent surtout entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Et en Europe, premièrement, on est les premiers. En termes, on est à 180 milliards. L'Allemagne est à 80 milliards. Le Royaume-Uni est à 150. Donc, on est ceux pour qui la trésorerie des entreprises a été la plus soutenue. Et c'est en gros du 50-50 entre des grandes entreprises et des PME. Alors, effectivement, la note fait aussi ressortir que finalement, ceux qui se sont enrichis, ce sont les entreprises qui avaient déjà beaucoup de trésorerie et donc qui en ont rajouté. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que 50% de PME, c'est quand même un ratio qui, je trouve, est très élevé et qui veut dire que ces aides-là sont allées aux petites entreprises, ce qui est un petit peu le risque, la crainte qu'on pouvait avoir avant, qu'elles n'aient pas accès à ça. C'est que les PME en France ont beaucoup de mal à accéder hors du secteur bancaire à des financements externes. Donc ça, c'est déjà pas mal. Après, je pense qu'il faut se rappeler que la grande partie de ces liquidités-là, ce sont des PGE. C'est-à-dire que la Fédération bancaire a fait une estimation, elle avait estimé en gros qu'il y avait 135 milliards d'euros de PGE qui ont été souscrits par les entreprises. Donc il faut faire le calcul avec ces 180 et ces 135 là, ce ne sont pas des liquidités qui sont à vie, donc c'est là où il faut faire la différence entre liquidité et solvabilité. On n'est pas sur des matelas de long terme. On n'est pas sur des matelas de long terme, on est sur des fonds qui vont devoir être remboursés. Alors certes, il y a un horizon de 5 ans, mais il y a certaines entreprises qui ont envie de les rembourser rapidement pour s'en débarrasser. Il y a aussi cette question de convertir ces PGE en fonds propres pour justement éviter qu'on reprenne l'activité avec des gros boulets d'endettement. Donc je pense qu'il faut s'en réjouir. On a beaucoup aidé des entreprises. On les a aidées, je trouve, de manière assez équitable, en tout cas entre les grosses et les petites. Mais la question, et c'est toujours pareil, c'est qu'une fois que la reprise part, une fois qu'on sort de cette crise, il y a toutes les séquelles qui vont s'accumuler derrière. Et quel va être le poids de cette dette? Quel doit être aussi l'effet d'entraînement de cette trésorerie sur l'investissement? Ça, c'est des questions qui restent encore en suspens et qui vont déterminer d'ailleurs la rigueur de la reprise. Oui, Denis Jacquet, comme le dit Maxime Sbailly, cette accumulation de cash ne va peut-être pas durer, sachant que les PGE sont responsables pour beaucoup, en tout cas, de cette accumulation de trésorerie pour les entreprises. En fait, on peut se poser la même question pour les particuliers et pour les entreprises. C'est-à-dire que l'épargne, combien les côtés ont une épargne qui a gonflé. Maintenant, est-ce qu'ils vont avoir peur de l'avenir, ce que je crains, et ils ne vont pas la dépenser, donc elle ne va pas se transformer dans quelque chose de positif pour notre économie. En février dernier, près de 70% des TPE-PME ont utilisé soit une très faible part, soit pas du tout, en tout cas pour l'instant. Voilà. Et donc certaines, notamment dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, effectivement, tiennent qu'avec ça, mais aussi au prix de report, de baisse de loyer, de choses qui éventuellement sont ratapables plus tard. C'est-à-dire qu'à un moment donné où ils vont commencer à reprendre une activité, ils auront les charges du courant et les charges de l'avant, du passé qu'il faudra rembourser. Donc tout dépendra de la croissance économique qu'on retrouvera ou qu'on ne retrouvera pas. Si elle est suffisamment forte, ça ira. Si elle n'est pas suffisamment forte, ils vont être pris en tenaille et ça sera reculé pour mieux sauter. Et ce qu'on constate aussi, c'est que avant, quand une boîte arrivait au tribunal de commerce, en majorité assignée par les URSSAF, puisque c'est toujours le premier signe, on ne paye pas ses charges, elles avaient à 60% une chance de redressement judiciaire. C'est une espèce de période pendant laquelle elles peuvent continuer à fonctionner, pas payer le passé, etc. Bon. Là, il y a eu très peu de liquidations judiciaires parce que les tribunaux ne fonctionnent plus et qu'il y a des consignes à l'URSSAF de ne pas assigner, etc. Donc en fait, on met pour l'instant sous le tapis. Mais dès qu'il y en a un qui sort sous le tapis, à 82%, il va en liquidation directe. Donc ça signifie qu'en réalité, ils sont dans une fausse bonne santé, ce qui fait que dès qu'en gros, on leur enlève l'oxygène, boum, la bulle se dégonfle. Donc ça, c'est ma crainte. Pourquoi ? Parce que, comme le disait notre ami tout à l'heure, on a les mieux lotis qui se sont rajoutés une couche de survie supplémentaire. Il ne faut pas oublier que la France, c'est plus de 80% d'entreprises de moins de 250 salariés. Bon. Et dans ces 82%, c'est majoritairement des boîtes de moins de 20 salariés. Et ces boîtes-là, elles n'ont jamais eu de trésorerie. Et quand elles parlent du fait qu'elles ont une trésorerie incroyable aujourd'hui, elles ont 2 000 ou 3 000 euros devant elles. Alors moi, je prends l'exemple de mon fils qui a monté une petite boîte, qui survit dans le secteur de la restauration avec ça. Il a une trésorerie splendide. L'appréciation de la trésorerie est différente. Voilà, il a une trésorerie extraordinaire pour lui. Il a 5 000 euros. Mais si vous voulez, à 5 000 euros, dès que l'activité repart, si elle n'est pas suffisante, son besoin en fonds de roulement va complètement l'écrouler. En plus, rembourser les prêts, éventuellement, on a réussi à éviter les prêts, mais j'ai essayé de lui éviter ça. Mais très clairement, aujourd'hui, même en cas de redémarrage demain, il n'est pas sûr de gagner. Donc, le problème endémique de la France par rapport à l'Italie, par rapport à l'Angleterre, par rapport à l'Allemagne, c'est le manque de capitaux propres de nos PME et donc par là même le problème de trésorerie qui est en plus aggravé par le fait qu'on a le
pire des délais de paiement des grands groupes du monde entier. Ça, c'est un record du monde absolu qui a été un peu tamisé pendant la crise parce que les grands groupes ont vraiment fait des efforts pour payer leurs PME à temps, les payer à 30 jours alors qu'ils expliquaient depuis 10 ans que c'est impossible. On peut pas. Informatiquement, vous comprenez les processus. Alors là, vous aviez des appels d'offres qui étaient faits en 24 heures. Ils trouvaient vous avez des masques. Dans 24 heures, l'appel d'offres fait ah bon, mais avant, je croyais que ça prenait 3 mois. Et je vais être payé quand? La semaine prochaine. Ah bon, pas dans 90 jours, mais je croyais que c'était pas possible. Donc les grandes entreprises ont permis à la survie des petites entreprises. Elles sont mis à l'allemande finalement, de bien traiter les sous-traitants. Ouais. Donc moi, ma question serait que j'espère qu'elles vont continuer à faire ça après la crise, ce dont je suis absolument pas persuadé non plus malheureusement, parce que la nature reprend assez vite ses droits. Mais je veux dire, le problème fondamental du manque de capitaux propres et du manque de trésorerie des PME françaises ne va pas être réglé. Il est provisoirement réglé, de la même façon qu'on n'a jamais eu si peu de liquidations, mais c'est parce qu'elles sont juste en attente et que ça va commencer à exploser, on le sait, à partir de l'été ou un petit peu avant. Maxime Sbailly, vous avez un peu abordé la question. À quoi vont servir, expliquez-nous, à quoi vont servir ces liquidités, cette accumulation de cash pour les entreprises? Elles vont servir à rembourser les PGE uniquement? Alors non, c'est-à-dire qu'il faudra rembourser. Pas uniquement, parce que comme je vous dis, donc, il y a 135 milliards de PGE sur 180 milliards de liquidités, donc il y a un surplus. Elles peuvent servir à être thésauriser face à l'incertitude, face à savoir aussi quelle échéance vous choisissez pour rembourser le PGE. Une majorité des entreprises ont choisi l'échéance la plus lointaine. La plus lointaine, oui, ça a été repoussé d'un an d'ailleurs. C'était 2025 l'année dernière, là c'est 2026, donc on leur laisse effectivement, je pense que ça va être repoussé. D'ailleurs, je pense qu'il y a une chance sur deux pour que ce soit converti en fonds propres, mais ça c'est un autre débat au bout d'un moment. La question maintenant, c'est que comme vous disiez, quand vous êtes entrepreneur, c'est un petit peu dans la même perspective que quand vous êtes un ménage aujourd'hui avec de l'épargne. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous attendez que ça repart pour l'investir, ou est-ce que vous thésaurisez en attendant des meilleurs jours? Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit que l'investissement des entreprises, en tout cas dans les comptes publics, enfin dans les comptes nationaux qu'on a de l'INSEE, ça se maintient pas, mais en tout cas ça baisse pas plus vite que l'activité. Ce qui est quand même tout à fait nouveau. Dans les crises précédentes, vous aviez normalement l'investissement qui chute 2 à 3 fois plus que l'activité. Là, on a une perte de PIB de 8% et l'investissement des entreprises a baissé de 8%. Donc c'est beaucoup, mais finalement, sur une perspective historique, c'est quand même quelque chose d'assez unique. Et donc on peut voir quand même, il y a une certaine résistance de l'investissement. Alors, il y a quelques explications. Déjà, il y a quand même une bonne santé des entreprises avant la crise, il faut le rappeler. Ce n'est pas une crise financière. Les entreprises étaient en bonne santé. Le canal du crédit est resté ouvert, notamment par tous les efforts de la BCE avec les TLTRO pour motiver les banques à prêter encore plus. Donc ça, comparé à 2008 ou même à 2012, le canal du crédit, les vannes sont ouverts, les entreprises y ont accès, et notamment les PME, puisque c'est leur première source de financement. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et puis après, il y a aussi un investissement un peu plus dans le digital, voire dans le télétravail. Beaucoup d'entreprises qui ont dû se mettre, accélérer cette transition-là, quelque part dans la force même, et elles ont dû effectivement faire des dépenses d'investissement dans ce cadre-là. Donc on ne sait pas en fait en ce moment si c'est en trompe-l'œil, si on peut espérer qu'avec la reprise d'investissement repartent de plus belle et finalement est bien maintenue. C'est un peu l'espoir qu'on peut formuler aujourd'hui. Et là, à ce moment-là, ces liquidités, elles vont pouvoir rapidement se réinjecter dans l'économie. Ou alors, effectivement, c'est en trompe-l'œil et on voit l'investissement qui va s'effondrer au moment de la reprise, ce qui serait le pire, et qui peut être accéléré aussi justement par des défaillances d'entreprises, parce qu'aujourd'hui, on ne voit rien. Les chiffres, c'est le marché du travail, c'est comme ça. Sur les défaillances d'entreprise, c'est pareil. Tout est complètement artificiel, tout est branché, et donc on ne voit pas ce qui se passe vraiment en fond. Il y a beaucoup d'entreprises, je pense aujourd'hui, qui sont en faillite et qui ne le savent pas encore, et qui vont le découvrir au moment où justement les dispositifs vont être petit à petit débranchés, où il va falloir commencer à faire face à des échéances. Et là, j'aimerais qu'on revienne sur ce niveau de disparité entre les entreprises qui ont, elles, réussi à engranger du cash, à accumuler de la trésorerie, et celles qui n'ont pas du tout réussi alors qu'elles ont bénéficié des mêmes aides. Comment est-ce possible que certaines entreprises n'aient pas réussi, ou en tout cas, du coup, ont réussi à vider leur caisse? Comment c'est possible? Voilà, il y a plein de raisons. Hein. Déjà, il y a aussi la philosophie, on va dire, du chef d'entreprise. Certains sont plus conservateurs que d'autres. Ça dépend aussi du secteur dans lequel vous évoluez, bien sûr. En fait, le problème avec cette crise et la reprise qui va suivre, c'est que on peut pas mettre vraiment tout le monde dans le même sac, puisque vraiment tout le monde a été touché différemment. On parlait du numérique. Vous regardez la restauration ou l'hôtellerie. Et pourtant, tout le monde a été mis dans le même sac. On n'a pas fait de cas par cas. On a décidé de donner de l'argent à toutes les entreprises. Alors, c'est les mêmes dispositifs pour tout le monde, mais tout le monde n'a pas forcément besoin de ces dispositifs. Et tout
tout le monde n'est pas forcément aussi, on va dire, touché par la crise que le reste. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça, Maxime Sbailly, justement? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine injustice entre celles qui ont reçu des PGE, qui n'ont pas eu besoin de le dépenser, et celles qui en ont reçu et qui ont, elles, du coup, n'ont pas eu trop le choix? En période de crise, vous ouvrez un guichet et vous laissez venir les entreprises qui en ont besoin. Et si vous commencez à faire du sélectif et à vous mettre à la place de ces chefs d'entreprise pour savoir si oui ou non elles ont besoin d'argent, je pense que là, vous rentrez dans un truc qui est extrêmement paternaliste et qui, en plus, est contre-productif économiquement. Après, est-ce que des entreprises, c'est peut-être un petit peu votre question, ont profité d'effets d'aubaine pour effectivement utiliser cet argent-là? Probablement, ça arrive tout le temps. Mais enfin, l'idée, c'est quand même d'arroser tout l'appareil productif français pour assurer qu'il y ait le moins de casse possible. Donc là, forcément, il y en a qui en ont profité, qui n'auraient peut-être pas dû. Mais enfin là, on n'est pas dans une question de justice, on est une question d'efficacité économique. Et je pense effectivement que sur le remboursement des PGE, ensuite, il faudra regarder peut-être plus au cas par cas. Une fois que la crise est terminée, une fois qu'on aura une certaine reprise et qu'on verra, vous savez, Warren Buffett disait toujours, c'est quand la mer se retire qu'on voit qu'ils sont nus. Et c'est vrai qu'effectivement, là, la mer, elle est encore là. Enfin, la mer s'est retirée l'activité, mais on a rempli ça d'argent public. Et quand on va retirer l'argent public, on verra effectivement qui sont ceux qui en ont eu le plus besoin ou qui en ont encore le plus besoin. Et c'est là où la vérité va éclater. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, de faire des procès en termes est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, la situation est encore assez critique pour rentrer, je pense, en tout cas, à mon avis personnel, dans ce genre de débat. Justement, vous parlez de l'après. Faut-il, comme Bruno Le Maire l'a énoncé, annuler une partie des dettes d'entreprise ou en tout cas l'étaler? Et là, faire du cas par cas. C'est ce qu'a proposé Bruno Le Maire. On est dans un pays très très particulier en France. Je veux dire, on a les fameuses entreprises de taille intermédiaire, on est le pays qui en a le moins. Donc l'Italie en a beaucoup plus, l'Angleterre en a beaucoup plus, l'Allemagne en a beaucoup plus. C'est celle dont on a besoin. C'est-à-dire cette espèce de taille intermédiaire qui peut se propulser très vite vers le haut et devenir un champion international, mondial, etc. Donc moi, aujourd'hui, les grands groupes, honnêtement, alors, on ne parlera pas d'Air France ou de la SNCF, etc. Mais je veux dire, les grands groupes n'ont pas besoin de cash aujourd'hui pour la plupart d'entre eux. Alors évidemment, pour Renault, on pouvait se poser la question, etc. Mais la plupart, pour moi, n'en ont pas besoin. Les entreprises de taille intermédiaire, on pourrait regarder, faire en sorte que cet argent, si éventuellement leur était laissé, soit vraiment utilisé sous conditions d'investissement et d'investissement dans des secteurs d'avenir notamment, parce que c'est des champions de course, ces ETI. La transition écologique, voilà. La transition numérique. Et par contre, puisqu'on en est à dépenser sans compter, autant se préserver, notamment sur les territoires, les tout petits, et dire laissons-les survivre, parce que un café dans un village, c'est pas seulement un café dans un village, c'est une vie sociale, c'est parfois la dernière activité du village, c'est le dernier lieu de rencontre. Donc peut-être que c'est idiot de lui filer 15 ou 20 000 balles, mais en fait, je pense que c'est pas si idiot que ça. Donc du coup, je pense qu'on devrait faire un canal en disant, allez, pour les tout petits, c'est l'immense majorité de moins de 10 et moins de 20 salariés en France, effectivement, transformons-le en quasi-fonds propres. D'abord, ça va améliorer notoirement auprès de leurs banquiers, de leurs experts comptables, de leurs clients, etc., leur fameuse cotation. Demain, s'ils veulent aller chercher un emprunt, s'ils ont des fonds propres, ils pourront avoir un emprunt. Enfin, tout ce qu'ils ne peuvent pas avoir aujourd'hui. Donc, je pense que ça serait une vraie bonne idée, même si au sein des trucs, il y a des trucs qui mériteraient de mourir. Et même si on est darwinien et très libéral, à un moment donné, il faut ne pas oublier que les territoires sont alimentés par des entreprises et que quand les entreprises ne sont plus là, les territoires meurent. Mais ce n'est pas les entreprises qui meurent, c'est des gens. Et donc ça, je pense que c'est important. Et sur la trésorerie, si vous êtes aujourd'hui une boîte de logiciels, c'est pas que vous avez profité injustement du truc, c'est juste que vous avez des abonnements payés à l'année. Tout à coup, les 2 tiers de vos salariés étaient en chômage partiel, donc vous avez des revenus qui continuent à tomber, vous n'avez plus de charges. Donc vous augmentez votre trésorerie et il n'y a rien de fantastique à ça, c'est un effet assez normal. Et d'ailleurs, souvent, ils ont pris des PGE, ils les ont même pas consommés, ils vont les rendre assez rapidement pour certains d'entre eux. Maxime Sbailly, transformer la dette en fonds propres, l'étaler pour certaines entreprises, peut-être supprimer une partie, vous trouvez que ce serait une bonne idée? Oui, la question va se poser, elle va se poser à un moment, pas tout de suite, mais à un moment elle se posera. Et je pense, moi je vous rejoins totalement, il faut faire du cas par cas, il faut regarder aussi en fonction de l'aménagement du territoire. Il y a quand même là des notions, des valeurs à défendre qui sont très importantes. Et faire du cas par cas. Alors c'est toujours problématique avec l'administration française quand elle fait du cas par cas, parce que si on n'a pas su le justifier au moment où on a donné les aides, comment elle se justifierait au moment où... Après vous avez la BPI qui vient dedans, et puis ensuite vous avez du copinage, et puis vous avez tout ça qui commence après à émerger. Donc là, c'est là où c'est quand même problématique. On aurait
du mal à justifier cette différence de traitement envers certaines entreprises. Oui, effectivement. Et ensuite, c'est de l'argent public, donc c'est quand même l'argent du contribuable. Alors, c'est financé par la dette, certes, mais c'est un impôt différé, donc c'est l'argent du contribuable. Donc, il y a toute une question d'aléa moral aussi derrière. En période de crise, il ne faut pas hésiter, il faut aller avec l'argent public compenser la chute d'activité dans le privé. Mais après, ce n'est pas non plus quelque chose qu'on peut utiliser à foison, à tour de bras, parce que ce n'est pas l'argent gratuit, c'est l'argent des Français. Et donc, il y a aussi une question de rigueur budgétaire à avoir. Là aussi, la question se posera après. En tout cas, je pense que l'idée, effectivement, de transformer ça en fonds propres, pour certains, c'est une bonne idée et on ne pourra pas y échapper, à part si on veut effectivement une catastrophe économique, notamment dans les territoires et chez les tout-petits. Denis Jacquet, depuis le début de l'année, la tendance est plutôt à une stabilisation de la trésorerie à un niveau certes élevé, mais plutôt stabilisé. Pourquoi ? Pourquoi on se stabilise ? Parce qu'il y a d'abord eu une très grosse chute. Donc, du coup, vous prenez l'intérim, vous prenez un Adecco ou un Manpower, vous expliquez que mars-avril, ils ont fait moins 70 et moins 80% d'activité. Vous prenez Renault, la chute a été spectaculaire. Donc, dans un premier temps, vous perdez. L'État est intervenu, donc a injecté chômage partiel, PGE, etc. Donc, ça s'est rétabli. Puis, progressivement, l'activité repart dans l'autre sens. Tout doucement, mais quand vous êtes au fond du trou, même 20 cm, c'est déjà une performance proche du saut en hauteur olympique. Donc du coup, ça revient. Donc finalement, quand vous faites la moyenne des deux, ça vous offre une espèce de courbe de stabilité. Puis après, vous attendez l'échéance d'après, c'est-à-dire la réouverture, le retour à la vie économique et de voir comment les acteurs, effectivement, vont se comporter. J'investis pas. Aux États-Unis, en Chine, la réponse elle est très claire. Aux États-Unis, ils ont cumulé, je crois, 80% des mergers and acquisitions, donc des fusions-acquisitions des 12 derniers mois, mais des méga deals. Je crois qu'on est à 72 milliards ou quelque chose comme ça. Donc ils ont dit, c'est le moment, on investit, on accélère. La Chine a dit, empruntez tout ce que vous voulez les gars, c'est le moment, on vous back derrière. Allez-y, achetez tout ce que vous pouvez sur la terre entière. Ils sont en train d'investir de façon encore plus massive que les États-Unis. Et nous, on parle de plans de relance qui vont aller certainement colmater des trous qu'on creuse nous-mêmes. Donc ça ne s'appelle pas un plan de relance, ça s'appelle un plan de colmatage. Donc on verra si dans ce plan de relance, il y a vraiment un élément de relance, ce qu'on attend avec impatience. Mais moi, je me dis, si ça nous a coûté 400 milliards, on aurait mis même avant la crise ne serait-ce que 50 milliards dans la physique quantique, le big data, le numérique, la cyberintelligence, l'intelligence artificielle, on serait aujourd'hui devenu, en un an de Covid, un des acteurs majeurs de la planète. Donc, voilà. En fait, on a creusé notre pauvre trou et aujourd'hui, on pense à comment le recolmater. Mais c'est pas de la relance économique. Donc, pour l'instant, c'est stable et les gens maintenant attendent. En fait, ils disent qu'est-ce qui va se passer demain. Voilà. Et on sait que, en tout cas, au mois de décembre, aux États-Unis, le nombre des faillites était déjà inférieur à celui du mois de mars. Donc, c'est-à-dire que l'activité est vraiment très clairement repartie. Bon, la Chine annonce 13%. Alors, la Chine, avec ces chiffres, c'est toujours très compliqué, mais néanmoins, c'est des tendances qu'il faut observer. Ils étaient descendus à 5, 6, 7. Tout à coup, ils repartent à 13. En clair, ils sont repartis comme des fusées. Donc, voilà. Et nous, il reste l'Europe. Vous parliez des faillites. Cette crise a mis en exergue peut-être des activités ou des entreprises qui, de toute façon, n'allaient peut-être pas passer l'année ou les deux années malheureusement, ça nous ramène... on ne va pas s'éloigner sur ce sujet-là, mais ça nous ramène au même débat que le Covid. C'est-à-dire une partie de ceux qui sont décédés, malheureusement, avaient une espérance de vie qui était très, très faible. Donc, ils sont morts plus tôt que prévu. C'est exactement pareil, malheureusement, pour les entreprises. Personne morale, personne physique. Oui. Il y a des lois assez universelles de la nature. Et effectivement, il y avait un grand débat en France de dire... laissons mourir ceux qui, de toute façon, seraient morts. Alors, on l'a posé pour l'économie, on n'a pas voulu se le poser pour les gens. On le comprend pour des raisons politiques et éventuellement humanistes. Mais néanmoins, c'est le cas, bien évidemment. Tous les jours, en France, depuis 1 an et demi, les faillites étaient reparties plutôt à la hausse. Donc, elles ne pouvaient être qu'accélérées par le système. C'est tout le sujet des entreprises zombies, en fait, de garder des entreprises en vie qui, comme je disais, sont probablement déjà en faillite, mais elles ne le savent pas, ou alors elles attendent pour le dire. Et ça, c'est un problème au niveau macro sur la productivité. Parce que si vous gardez ces entreprises en vie artificiellement trop longtemps, vous empêchez, c'est très schumpeterien, mais il y a beaucoup d'études, notamment du FMI, qui ont montré ça, vous empêchez en fait des nouvelles créations d'entreprises qui potentiellement dans des secteurs plus porteurs sont plus productives
contributives permettent justement de faire accélérer la reprise. Et donc, en fait, vous payez quelque part sur la durée cette volonté de vouloir sauver tout le monde. Je parle bien des entreprises, de vouloir sauver tout le monde. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, cette perfusion. Il faut un moment la retirer et se rendre compte de certaines entreprises qui... C'est tout le problème en ce moment où on voit Elisabeth Borne qui décale d'un mois, un mois, tout le chômage partiel. Au bout d'un moment, il va falloir débrancher parce qu'on ne peut pas continuer. On n'est pas dans un fonctionnement normal de l'économie. Et la question, c'est est-ce qu'il faut débrancher trop tôt, trop tard ? Quel est le risque de faire ça ? Enfin, il y a des risques des deux côtés. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment, je pense, une décision politique très forte, mais qui doit arriver au bon moment. C'est probablement trop tôt encore. Merci à tous les deux. On passe maintenant à notre deuxième débat de la soirée. Notre deuxième débat ce soir sera consacré au plan de relance européen baptisé Next Generation UE. C'est la dernière ligne droite pour les États membres. Ils ont jusqu'au 30 avril pour présenter leur plan de relance et bénéficier des subventions et des prêts de l'Union européenne. La Commission aura ensuite 2 mois pour les valider et le Conseil 1 mois pour donner son accord. Alors que les États du Nord traînent les pieds, les pays du Sud, eux, ont préparé des dossiers plus aboutis. Les pays du Sud seraient-ils devenus les bons élèves de l'Europe, Maxime Sbailly? Non, je suis étonné de ce que vous dites parce qu'il y avait justement cet article qui disait que l'Italie était un peu en retard dans la livraison. L'Italie est un peu en retard. Voilà, donc il y a une exception italienne. Pourtant, Mario Draghi, il est habitué à beaucoup de rigueur. Enfin, j'imagine qu'il a beaucoup de travail en ce moment. Il prend beaucoup de temps parce qu'il veut un plan de relance ambitieux. Voilà, c'est ce alors qu'il dit. effectivement, mais c'est vrai que ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le semestre européen, où vous devez envoyer chaque année vos plans nationaux avec vos objectifs, etc. Surtout que là, donc ce plan Next Generation EU qui a été décidé en juillet prévoit justement, c'est la moitié de prêts, moitié de subventions, et donc les États doivent rendre des comptes à la Commission en expliquant comment ils veulent mettre en place ces plans de relance. Moi, je trouve ça très lent. Très lent. C'est-à-dire que ça a été décidé en juillet l'année dernière. Là, on n'est pas encore au bout du déboursement. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'il y ait tous les parlements nationaux qui ratifient la hausse du budget de l'Union européenne. Ça a été fait que par 10 parlements. En Allemagne, vous avez la Cour constitutionnelle qui commence à se poser des questions, enfin plus que se poser des questions, puisqu'elle a dit qu'elle n'était pas d'accord avec ce plan-là. Donc il va falloir maintenant, ça va prendre plusieurs mois pour que ce soit réglé, si c'est réglé. On parle de cet été, vous y croyez pas ? Alors oui, apparemment c'est pour juillet 2021. Il va falloir qu'ils accélèrent rapidement. C'est toujours un peu le problème. Moi je suis très européen, mais le problème, et puis on le retrouve en France aussi, d'ailleurs c'est pire en France qu'en Europe, c'est que vous avez des grands effets d'annonce, super, les poignées de main, les caméras, c'est très bien. Moi j'étais très heureux de voir qu'on s'est mis d'accord sur une capacité d'emprunt. Enfin, on est tous dans la même économie, sur le même continent, qu'on puisse emprunter ensemble et dépenser ensemble pour relancer l'économie européenne. Très bien. Mais enfin voilà, ça va faire 1 an. 1 an après, on n'est même pas sûr du déboursement. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va reprendre, l'activité va commencer à reprendre, et le moment où on aura eu besoin de cet argent pour donner un coup de fouet, ce sera presque trop tard. Donc je trouve ça assez dommage. Après, à la décharge de l'Europe, c'est quand même très pionnier. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on fait une relance concertée, qu'on se met d'accord sur un montant commun, sur une capacité d'emprunt. Donc il y a eu un effet pied dans la porte. On essuie les plâtres. C'est la première fois, ça pourra peut-être réutiliser plus rapidement à l'avenir. Mais enfin, je trouve ça extrêmement lent. Et là, on parle de l'Europe, on parle peut-être de la France, mais en France, c'est encore pire, sur la lenteur de déboursement. Et donc, finalement, tous ces plans de relance-là, on en parle beaucoup, mais leur effet, en tout cas concrètement, l'argent public qui arrive dans les entreprises, on parle des entrepreneurs ou sur les secteurs qui ont décidé, ce n'est pas encore le cas. En tout cas, il y a 0 € de ce plan de relance européen qui est arrivé aujourd'hui, aussi bien chez les Français que chez les Espagnols que chez les Italiens. Donc c'est encore en discussion. Je trouve ça 1 an pour débourser un plan de relance, je trouve ça extrêmement long. Et sur cette disparité entre les pays du Nord et les pays du Sud ? Oui. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus, sur ce retard des pays du Nord, les pays du Sud, la Grèce, l'Italie, l'Espagne? Sur les plans nationaux, l'Italie un peu moins, mais l'Espagne et la Grèce, en tout cas, présentent des plans de relance. Ils seront dans les délais et ils présentent des plans de relance assez ambitieux. Oui, alors ce sont les grands bénéficiaires de ce plan de relance-là, puisqu'ils touchent, je crois pour l'Italie, c'est 200 milliards qui sont prévus. Si on prend les... Premiers bénéficiaires. Oui. Pourquoi d'ailleurs, Maxime Sbailly? Alors c'est calculé selon les morts du Covid, selon la taille de l'économie, selon aussi l'écart où vous étiez entre votre performance et votre potentiel avant la crise. Donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Je pense que l'Italie, du coup, alors elle est un peu en retard, mais ils sont très très impatients de toucher cet argent-là. Ils ont aussi l'habitude, les plans nationaux, c'est des choses qui sont faites tous les ans. Il y a toujours un peu de retard, ça marche toujours un peu comme ça. Je crois que la deadline c'est le 30 avril, donc il y a encore un peu de temps. Je pense aussi qu'ils ont besoin des prévisions statistiques pour pouvoir aussi, parce que dans ces plans nationaux-là, vous devez fournir
fournir des projections macroéconomiques. En ce moment, faire des projections macroéconomiques au-delà de 2 semaines, c'est un peu compliqué. Donc, de faire quelque chose sur 1 an, 2 ans, c'est voilà. Donc, les circonstances sont particulières. Après, de là, y voir peut-être, je ne sais pas, pour une fois, peut-être les Européens du Nord qui traînent les pieds et les Européens du Sud qui sont un peu plus en accélération et en attente de ça. Très bien. Encore une fois, l'important, c'est que l'argent finisse par tomber et que tout ça aille beaucoup plus vite que ce à quoi on assiste aujourd'hui. Denis Jacquet, je ne sais pas si vous avez peut-être un mot à dire là-dessus sur cette disparité. Est-ce que les pays du Sud ont peut-être plus une carte à jouer sur leur plan de relance ? Je pense qu'ils sont surtout moins bien équipés. Beaucoup plus malins, ils savent que défaut de créer de la richesse eux-mêmes, c'est toujours plus facile d'aller chercher celle de l'Europe. Et que c'est un effet d'aubaine fantastique. On va distribuer. Alors là, on a fait ça tous en école de commerce. Vous me demandez de rédiger un plan pour l'Italie, je vous le fais en 48 heures. S'il y a 200 milliards à la clé, il n'y a pas de souci. Donc je pense que très clairement, quand on regarde l'économie espagnole, l'état de l'économie italienne, surtout évidemment, comme on le dit toujours, celle de la partie du Sud, de la Grèce, de là où elle vient, c'est des gens qui n'ont que des trous à boucher partout. Donc du coup, on leur dit tu vas peut-être prendre 200 milliards. Je veux dire, le plan, il rédige très vite. Donc je pense qu'il y a un effet d'aubaine. L'Espagne parle de la plus grande chance pour le pays depuis son entrée dans l'Europe. Parce que l'Espagne avait pratiquement bâti l'essentiel de sa croissance des années 2000 sur l'immobilier, et exclusivement sur l'immobilier. Elle l'a payé très cher et elle a complètement abandonné le reste. Donc forcément, aujourd'hui, elle se dit qu'il serait temps de bâtir une autre économie que celle-ci. Et elle l'a bien vu, parce que tu n'as plus d'immobilier, en plus le Covid arrive et tu n'as plus de tourisme. Alors là, c'est 800 000 chômeurs de plus en Espagne, c'est 80% de moins d'activité touristique, et je crois que c'est 8% de leur PIB, en gros. Enfin, je dis peut-être des bêtises, mais ne vérifiez pas si vous écoutez cette émission, mais je vous dis que c'est 8%, mais en gros, on ne doit pas être très loin du sujet. Donc je pense qu'il y a surtout une économie du Sud et une économie du Nord, où vous avez des Nokia qui sont quand même encore aujourd'hui le numéro 1 en matière de 5G, à part Huawei, il n'y a pas grand d'acteurs, donc c'est des acteurs, l'Allemagne, etc., ils ont des industries, ils savent faire tourner des entreprises, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc ils s'en sentent peut-être moins un besoin urgent, leur dire qu'il faut se projeter dans l'avenir dans le numérique. La Suède, la Norvège y sont depuis un certain moment, etc. Donc je pense que c'est surtout ça la dichotomie entre les deux. Et de l'autre côté, sur la démarche, moi j'aurais rêvé que l'Europe dise « Bon les gars, on veut bien mettre de l'argent, mais on va vous dire où le mettre. Après, vous allez adapter dans votre pays, vous allez choisir comment vous la répartissez. Mais si vous n'êtes pas dans la transition numérique, si vous n'êtes pas sur la data, si vous n'êtes pas sur l'intelligence artificielle... C'est ce qu'ils ont fait déjà, parce qu'il y a des pourcentages qui sont réservés. Et puis c'est ce qu'ils vont faire après, de toute façon, en vérifiant et en validant ou non les plans de relance des différents États membres. Et en plus, en les conditionnant sur du truc, parce que le fait, on connaît nos énarques qui sont capables de vous écrire, qui vont vous faire un plan numérique magnifique, et puis au final, on remet un peu d'argent dans le télécom, on met un peu de trucs sur une 3e licence. On ne sait pas où ça va. Donc, moi, j'ai un petit doute là-dessus. Maintenant, s'ils sont prêts à mettre de l'argent sur des secteurs stratégiques et qu'on monte des vrais projets, mais à nouveau, ça va être porté par des technocrates. Donc, j'ai toujours une méfiance là-dessus. S'il y avait un peu d'entreprise dans un espèce de conseil, non plus scientifique, mais un conseil de société civile qui mélange et qu'on présente un plan super structuré qui se base énormément sur les territoires. Comment est-ce qu'on revitalise les territoires qui sont en train de mourir ? Et qu'on propose des vrais plans d'action là-dessus. Je me suis dit, c'est une occasion fantastique pour l'Europe de et dire, on a tous une stratégie unifiée sur des secteurs clés. Nos territoires meurent. Comment est-ce qu'on lutte contre ça ? Les petites et moyennes entreprises sont la clé de l'emploi net. Comment est-ce qu'on met le paquet dessus ? Voilà. Donc, après, on verra ce qui se passe. Mais je pense que ça mériterait peut-être une ambition encore un petit cran supérieur. Maxime Sbailly, sur ce que dit Denis Jacquet, est-ce qu'il y a une condition peut-être ou un suivi de la Commission européenne sur ces plans de relance ? Est-ce qu'ils ont des conditions d'efficacité, de performance ? Est-ce qu'on suivra derrière ? L'argent, vous l'avez mis là, vous avez dit que vous le mettriez là. C'est prévu que ce soit effectivement ciblé, en tout cas surveillé, même s'il y a quand même aussi un principe européen très fort qui est le principe de subsidiarité. Et vous ne pouvez pas non plus aller expliquer aux pays comment ils doivent dépenser leur argent, puisque ce sont donc au gouvernement élu démocratiquement que revient cette lourde tâche. Donc effectivement, il y a des orientations, des directions. Les plans nationaux sont là pour déjà savoir qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Et ensuite, a posteriori, il y aura des contrôles. Ça, c'est surtout les pays nordiques qui ont imposé ça. Et notamment pour les subventions, plus que pour les prêts, puisque les prêts sont censés revenir sur la Commission européenne. Donc oui, il y a quand même des mécanismes qui ont été mis en place pour s'assurer
s'assurer que cet argent-là ne soit pas dilapidé non plus, ce qui est toujours un risque. Et c'est vrai que c'est une chance unique. Vous dites de l'Espagne que c'est la plus grande opportunité depuis l'accession à l'Union européenne. Je crois que c'était en 86. Et effectivement, par contre, il faut que ce soit quelque chose qui ait un effet d'entrain sur des réformes structurelles. Alors l'Espagne en a fait beaucoup de réformes structurelles. Effectivement, elle s'est complètement perdue dans le boom, le crack immobilier. Elle a fait beaucoup de réformes sur le marché du travail, etc. Après, il y a d'autres pays, on sait par exemple l'Italie, les réformes structurelles, les listes sont là depuis 10-15 ans. Mario Draghi les connaît par cœur d'ailleurs, mais ça n'a toujours pas été fait. Donc si cet argent-là, cette aubaine budgétaire arrive et se déverse simplement sur des mécanismes d'État-providence qui sont vieillots, dépassés, qui n'arrivent plus à toucher, je pense par exemple aux plus jeunes, à ce moment-là, vous perdez une opportunité historique parce que vous n'avez pas changé en fait vos mécanismes avant de recevoir cet argent-là. Donc ça, c'est très important. C'est l'occasion de le faire, c'est le moment. C'est l'occasion de le faire. Alors, l'arrivée de Mario Draghi en Italie a beaucoup joué aussi par rapport à ça, parce que Mario Draghi est une garantie de rigueur, et donc ça rassurait beaucoup de gens de voir que cet argent-là allait avec lui à la tête du gouvernement, et que donc là, il y avait effectivement une garantie que ces fonds soient, en tout cas, utilisés de la meilleure manière. Après, c'est des questions aussi qui se posent pour la France, parce que je vous rappelle que le plan de relance en France est 100 milliards. 100 milliards, il n'y a que 30 milliards qui sont déboursés en 2021. Alors, je ne sais pas exactement combien des 30 milliards ont été déboursés, mais enfin là aussi, 70% du plan de relance ne sera pas déboursé cette année, ça sera 2022, 2023, 2024. Donc là encore, on est sur une lenteur. Et puis, il y a un précédent. En France, on a l'habitude de faire des grandes annonces. On avait fait le plan investissement à venir en 2010, après la crise de 2008. Et sur les 57 milliards d'euros qui ont été promis, il n'y en a que 25 qui ont été dépensés. Donc, parce que là, vous rentrez aussi dans la machine administrative derrière. Il faut les appels d'offres, il faut que tous les échelons administratifs donnent leur accord, il faut que les maires soient d'accord, il faut que le copain à la région signe aussi. Et donc, du coup, vous rentrez dans quelque chose qui, encore une fois, au-delà de l'effet d'annonce, arrive très peu, finalement, là où il y en a le plus besoin. Et ça, c'est pas la faute à l'Europe. Alors là, c'est des mots bien français, bien parisiens. Le plan de relance français est-il assez ambitieux? Est-ce qu'il ne fallait pas justement plus en profiter pour faire de vraies réformes, de vraies transformations de notre structure, de notre modèle économique? Bah oui, enfin, vous voyez ce que je vous dis pour les pays du sud de l'Europe, finalement, ça s'applique aussi à la France. Les réformes structurelles, on les a toutes abandonnées. La réforme des retraites, c'est fini. La décentralisation, c'est en train d'accoucher d'une souris. La réforme institutionnelle avec la proportionnelle, c'est fini aussi. Enfin, tout ça, c'est les réformes électorales d'Emmanuel Macron. Tout ça est abandonné en catimini petit à petit. Donc ça, c'est vraiment la fin des réformes. Donc finalement, on demande aux autres de faire des réformes structurelles. Mais alors nous, par contre, pour les faire nous-mêmes, c'est toujours pareil. C'est beaucoup plus compliqué. Donc oui, alors après, c'est sûr que dans une période de crise, d'incertitude dans laquelle on est, c'est toujours difficile, surtout à 1 an des présidentielles. On sait très bien que c'est quasiment impossible à faire en termes politiques de relancer des réformes-là. Mais c'est vrai que la révolution, en tout cas, que Emmanuel Macron nous avait promis, je prends le titre de son livre, elle a duré 2 ans sur un quinquennat de 5 ans. Et on peut se poser aussi des questions en France. Je pense que c'est plus des réformes structurelles, notamment sur le marché du travail, sur le statut de l'actif. Moi, je suis un grand partisan du revenu universel à la sauce libérale. Je pense que tout ça, par exemple, pour protéger les jeunes, est beaucoup plus important que 100 milliards qui mettent 5 ans à être déboursés et dont on ne verra probablement pas la moitié. Donc voilà, au-delà de tous ces effets-là, je pense que c'est très important de ressortir de cette crise aussi en se posant les bonnes questions, avec les bonnes réformes, les bonnes solutions. Et ça ne viendra pas de l'Europe, ça ne viendra pas d'une manne budgétaire, ça viendra simplement d'une volonté politique majeure pour réorienter ce pays vers sa jeunesse et donc son avenir. Denis Jacquet, vous êtes d'accord avec ça? Il fallait en profiter pour faire de vraies réformes structurelles en France? Ce plan de relance, c'était l'occasion? En fait, la vraie occasion, c'était l'arrivée de Macron. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous qui aujourd'hui se demandent bien pour qui voter l'année prochaine se sont dit, si lui ne le fait pas, personne ne le fera. Donc, on a tous discuté avec lui avant, on l'a connu dans son parcours, et on se dit, mais il comprend le numérique, d'ailleurs il comprenait à peu près tout. Donc on se dit, s'il comprend tout, il va appliquer, c'est simple. Et quand on a vu que... mon grand moment d'effroi, c'est quand Mounir Majoubi, qui est un type brillantissime, très bon, qui connaît bien, qui a été start-upper, etc., s'était retrouvé secrétaire d'État au numérique, et que j'étais le voir pour la première fois dans son bureau, et je crois qu'ils étaient 4 à Monaco. Le ministre du numérique, il a 100 personnes. Ça, je vous rappelle, ça fait 2 km². Donc, du coup, je dis, mais c'est quoi l'ambition du numérique de la France avec une équipe de 2 personnes, quoi. Donc, et finalement, Cédrico a pris la suite. Alors, il fait des très beaux discours aussi, Cédrico, mais la réalité, elle n'est pas là. Donc, je pense qu'en fait, on a eu une occasion ratée, c'était que on a eu un président jeune qui venait avec des idées de réforme, qui a commencé à les faire à un rythme relativement soutenu, alors plus en superficie qu'en profondeur, mais c'était important, parce que ça permettait de dire au pays qu'on considérait comme un pays non réformable, depuis la doctrine Chirac, surtout on touche à rien et on fait rien pendant 12 ans, c'était de dire...
on peut réformer en France. Et finalement, bon, s'il n'y avait pas eu les petites erreurs stratégiques qui nous ont amené les gilets jaunes, ça serait plutôt pas trop mal passé. Bon. Donc, premier coup d'arrêt, les gilets jaunes descendent dans la rue parce qu'on a considéré que rouler à 80 km/h était vraiment essentiel pour sauver la planète. Bon, admettons. Surtout dans les campagnes, parce que bien évidemment, en tracteur, je ne connais pas beaucoup, moi, qui suis né en Normandie, qui roule à 80 km/h, mais admettons. Et de l'autre côté, on se prend le Covid après. Donc, du coup, effectivement, on n'aura aucune réforme. Donc, l'occasion ratée, elle était surtout celle de 2017 à l'élection de Macron, où moi, je m'attendais à un plan de folie et ensuite à un axe Allemagne-France pour dire on va se doter de champions à une vitesse folle. Et quand après j'ai entendu Margaret Vestager, que j'arrive jamais à prononcer, dire on n'a pas besoin de champions européens, si bon là ok, allons voir en Chine et aux États-Unis ce qui se passe, parce que manifestement c'est pas chez nous que ça va arriver. Donc le plan de relance, je crains que ça soit un peu comme ce plan européen, c'est-à-dire dis donc la SNCF là, vous avez perdu combien cette année? Ah ouais. Vous n'avez pas un plan numérique à nous soumettre pour mettre le Wi-Fi dans les TGV? Ça coûte combien? 300 000. Bon, mettez 2 milliards. Allez, hop, on met 2 milliards. Et je crains qu'il y ait beaucoup d'évasion comme ça de cet argent qui va pas se transformer dans un investissement, comme disait Arnaud Montebourg, très productif. Oui. Donc pas de réforme structurelle, de l'investissement quand même dans la transformation numérique, transition écologique. Là, on a mis le paquet, le plan de relance français, ou pas oui, ou encore pas assez. Bah non, on a mis le paquet, on a mis quoi? On a mis 8 milliards sur l'hydrogène, je crois. Bon, moi j'aime bien les plans de transition écologique, numérique, etc. Sur l'écologie, il faut, si on veut vraiment être audacieux, si on prend le problème à cœur, on le fait au niveau européen, on met un prix carbone, on met une taxe aux frontières pour les produits importés, pour les sanctionner à la hauteur de l'empreinte carbone. Donc, en fait, vous internalisez les externalités négatives par le carbone et vous créez un vrai outil avec une vraie échelle. Les petits plans comme ça, à droite à gauche, où on va arroser de quelques milliards, une filière par-ci, une filière par-là, je pense que le réchauffement climatique est un sujet suffisamment sérieux pour que ce ne soit pas des mesurettes comme ça et une espèce de saupoudrage d'argent public qui est la prétention de régler ce problème. Donc, je pense effectivement que c'est bien d'investir dans la transition écologique, mais je pense que si vraiment on veut être sérieux par rapport à ce sujet, il faut se doter des bons outils. Le prix carbone à la bonne échelle, c'est au niveau européen. Et donc, tout le reste, c'est beaucoup de marketing, c'est beaucoup de communication, c'est très bien de développer l'hydrogène, mais je ne pense pas que 8 milliards, ça va faire le scale-up qui va permettre à la filière hydrogène française de tout d'un coup s'imposer au niveau mondial. Maxime Zebaï, pour revenir à notre débat, comme disait tout à l'heure Denis Jacquet, est-ce qu'il y a ceux qui font et ceux qui misent tout aujourd'hui sur le plan de relance? L'Allemagne, les pays du Nord, eux, ils font. Et puis nous, on essaye avec ce plan de relance. C'est pour ça qu'on accélère peut-être un peu plus et qu'on rendra nos dossiers à temps. Pourquoi l'Allemagne, par exemple, prend autant de temps ou a l'air de dire qu'elle dépassera peut-être les délais pour rendre son plan de relance, qu'elle dépassera peut-être le 30 avril? Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer ça? C'est une bonne question. L'Allemagne, je pense que j'ai la réponse sur l'Allemagne. Ils sont quand même pas très très loin d'élections nationales. Oui. C'est la fin de règne d'Angela Merkel. Vous avez vu qu'ils ont beaucoup de mal à trouver un successeur à sa candidature. Il y a aussi beaucoup de... Au début, ils ont plutôt bien géré en laissant quand même pas mal de pouvoir aux Länder et en décentralisant cette prise de décision. Ça s'est un petit peu retourné contre eux. Merkel a repris le pouvoir. Ils sont quand même dans une phase politique assez compliquée. Et donc, je pense que ceci explique cela. Après, je pense qu'il ne faut pas trop voir non plus sur les délais et sur les rendus. Je vous le dis, moi je l'ai suivi pendant des années. Ces plans nationaux, ils arrivent toujours avec 1 ou 2 semaines de retard. C'est de bonne guerre, c'est pas très grave. Donc je pense qu'il faut pas trop voir dans des retards quelconques. Alors peut-être au-delà des délais et des rendus, le plan de relance grec par exemple est l'un des meilleurs que nous ayons vu jusqu'à présent selon un officiel de la Commission européenne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, vous parlez, c'est le plan national qu'ils ont vu sur papier. Exactement. D'accord. Alors, sur papier, c'est toujours magnifique. Hein. Sur papier, c'est toujours très beau. Il y a des beaux chiffres, il y a des beaux mots. Enfin, c'est toujours très bien. Voilà, c'est beau. Après, encore une fois, la mise en œuvre. La Grèce n'est pas un pays non plus qui brille, on va dire, par sa rigueur administrative, qui a fait beaucoup de réformes, probablement un peu trop à un moment et pas assez après. Et donc, oui, sur le papier, c'est toujours brillant, c'est toujours très beau. Après, ce qu'il faut voir, c'est effectivement comment c'est mis en œuvre. Pour le cas spécifique de la Grèce, c'est surtout aussi la saison touristique. Parce que si ces pays sont aussi un petit peu impatients aussi sur le passeport vaccinal, par exemple, c'est ceux, le Portugal, l'Espagne et la Grèce qui poussent le plus, c'est aussi parce que eux, les bénéfices qu'ils tirent de l'Europe, c'est aussi les bénéfices géographiques, c'est aussi une mobilité interne à l'Europe, la libre circulation des personnes plus que des capitaux, et donc une saison touristique où vous avez des touristes français, allemands, alors j'ai pas le chiffre exact, mais c'est plusieurs dizaines de milliards qui arrivent tous les ans avec cet afflux touristique. Donc eux ont envie aussi de reprendre quelque part la reprise, de profiter de cette saison touristique-là pour reprendre rapidement
rapidement. Et en même temps, si l'argent peut arriver à être déboursé à ce moment-là, vous pouvez avoir une espèce d'effet d'entraînement et un effet de synergie qui fait repartir l'économie sur de bonnes bases. Y a-t-il peut-être aussi un enjeu de crédibilité pour ces États du Sud qui ont l'habitude en effet d'être de mauvais élèves comme la Grèce, peut-être en disant regardez, nous on a un plan de relance, il est très beau, il va très bien, on le rend dans les délais. Il y a peut-être un enjeu de crédibilité auprès des autres pays. Je pense qu'effectivement il y a de la crédibilité. Je pense effectivement, alors vous pouvez l'avoir parce que vous mettez Mario Draghi à la tête d'un gouvernement, ou vous pouvez l'avoir effectivement parce que vous rendez vos plans nationaux avec sur du papier brillé et avant tout le monde. Enfin, je pense qu'il y en a quand même une qui pèse plus que l'autre. Mais oui, il y a forcément un peu d'impatience. Il y a forcément aussi une volonté de montrer un peu la patte blanche et de dire, regardez, on est prêt, on a envie de mettre un peu de pression aussi comme ça sur le reste peut-être des parlements européens. Encore une fois, je vous rappelle que sur les 27, il n'y en a que 10 qui ont ratifié. Donc c'est peut-être un moyen aussi de mettre la pression et de montrer que eux sont prêts et qu'ils attendent le reste de l'Europe pour les suivre. Merci beaucoup, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages. On termine cette émission avec l'after. C'est parti. Plusieurs sujets nous intéressent ce soir. Un mot d'abord sur Air France KLM qui annonce le succès de son augmentation de capital, ce qui lui a permis de lever plus d'1 milliard d'euros. Une opération au terme de laquelle l'État français doublera sa participation dans le groupe aérien en difficulté à 28,6%. L'État français convertira également 3 milliards de prêts directs en quasi-fonds propres pour aider la société à surmonter la crise. L'État français redevient ainsi le principal actionnaire de référence d'Air France KLM. Comment analysez-vous ce retour en arrière, Maxime Sbailly ? On parlait des entreprises en difficulté. Air France en fait partie, puisque le secteur aérien est un des secteurs les plus touchés. Quand vous regardez les prévisions, il n'y a pas un retour à la normale, même si on ne peut même plus appeler ça comme ça, mais avant 2025, voire 2030. Donc là, eux, ils prennent la crise de plein fouet. Ce qui est intéressant, là, c'est que, recapitalisation, d'accord, très bien. Ce qui est intéressant, c'est que les Néerlandais n'ont pas voulu remettre au pot, mais les Chinois ont remis au pot. En fait. Donc vous avez China Eastern qui a mis 100 millions et qui se retrouve avec finalement exactement, je crois que c'est 9,5%, la même participation maintenant dans le capital que les Pays-Bas. Alors les Pays-Bas gardent quand même un droit de vote qui est supérieur, mais je trouve ça intéressant de voir que là aussi la Chine entre au capital d'Air France. Bon, pourquoi pas, je veux dire, si ça peut aider. Moi, ce qui m'intrigue un petit peu, c'est que Ben Smith a déjà dit que ce ne sera pas la dernière récapitalisation et qu'ils auront probablement besoin de remettre encore, de redemander en tout cas l'aide des marchés. Et donc je pense que le contribuable français va devoir encore mettre de l'argent dedans. Alors bon, Air France, effectivement, c'est un fleuron français, c'est plus qu'une entreprise dans l'aérien, c'est aussi un représentant de la France, donc forcément il y a des intérêts politico-économiques qui sont là. Mais je trouve dommage que les Pays-Bas n'aient pas suivi avec la France, que finalement on voit un délitement quelque part de cet accord avec KLM qui existe historiquement et que finalement la France n'a pas réussi à les convaincre. Alors je ne connais pas tout le dossier pour être honnête, mais l'entrée de la Chine pour compenser finalement la réticence des Hollandais, plutôt bien trouvée. Est-ce que c'est durable ? Je ne sais pas. Denis Jacquet, c'est une étape, elle sera peut-être pas suffisante pour restaurer vraiment la situation financière d'Air France KLM ? Non, parce qu'en fait, personne ne sait avec quel degré d'empressement les gens vont revenir dans un avion. C'est-à-dire, moi, je le prends toutes les semaines, donc je ne me pose vraiment pas de questions. Mais il y a quand même beaucoup de gens partout dans le monde que cette crise du Covid inquiète, qui ont toujours peur, etc. Et qui savent que même vacciné, on peut rester contagieux. Donc ça ne règle pas. Et même si on leur dit que l'avion reste le moyen le plus sûr, déjà avant, c'était le moyen le plus sûr de voyager. Mais en plus, on sait que statistiquement, les chances de choper le Covid dans un avion sont quasiment nulles parce que le rafraîchissement de l'air, son renouvellement, etc., fait qu'on a très peu de cas qu'on peut attribuer à ce secteur. Mais on se demande, dans des pays comme la France et comme d'autres, qui ont des grosses conventions, beaucoup de tourisme, allez les gars, c'est ouvert. Est-ce que ces gars et ces filles vont venir ? Quand vous connaissez bien les Américains, je veux dire, avant qu'ils viennent en France, pour eux, dans un Américain, avant, ils n'étaient pas bons. Bon, là, ils sont tous vaccinés, ils sont tous en forme. 1,5 million de spring breakers à Miami et c'est la fête toute la nuit. Par contre, ils regardent les infos et tout ce qu'ils retiennent, c'est en France, ça va toujours mal et c'est toujours fermé. Donc, quel que soit l'attrait de la France, avant qu'ils y reviennent, il va se passer du temps. Donc, effectivement, on ne sait pas quand est-ce que Air France va pouvoir retrouver un niveau qui lui permette sa rentabilité. Elle a quand même profité de la crise pour fermer un certain nombre de lignes qu'elle ne fait plus et qu'elle a donné à sa filiale low cost, ce qui lui permet aussi d'avoir des personnels beaucoup moins chers, donc d'augmenter à terme la rentabilité de l'ensemble. Donc ça, c'est plutôt un secteur positif quand on sait le poids syndical
et le coût du personnel chez Air France. Et un court mot sur l'implication de l'État français dans ce dossier. Comme mon ami, je suis quand même beaucoup plus libéral qu'interventionniste, mais à un moment donné, c'est notre compagnie nationale. On ne peut pas la laisser partir à volo. Je regrette comme lui que les Hollandais jouent plus directement le jeu, mais c'est très compliqué de travailler avec les Hollandais. Pour tous ceux qui ont bossé avec les Hollandais, c'est pas très simple. On ne sait jamais vraiment, même s'ils sont très cash, où ils vont. Et puis la deuxième chose, moi qui rejoint un peu le point de vue de mon bouquin l'année dernière, magnifique livre que je vous recommande, mais qui est de voir la Chine, une fois de plus, qui se met partout où il y a une place à prendre. C'est-à-dire qu'on parlait de la Grèce, elle a pris le port du Pirée, enfin c'est la route de la soie qui continue à s'étendre, l'aérien, le portuaire, le maritime, partout. Donc aujourd'hui, la Chine a pris un petit bout de doigt de pied supplémentaire chez nous, donc elle continue son chemin, la Chine. Autre sujet sur lequel nous voulions vous faire réagir ce soir. Non, la reprise, une autre actualité qui a retenu notre attention, les restaurateurs qui craignent le manque de 100 000 salariés pour la reprise de leur activité par crainte de l'avenir ou parce que leurs aspirations ont changé. Certains salariés ont disparu des radars de leur employeur. C'est une estimation de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Après quasiment un an de chômage partiel pour beaucoup de serveurs, on perd forcément un peu ou même beaucoup de liens avec son entreprise. Maxime Sbailly. Oui, forcément. Et puis ça travaille aussi dans la tête. Et vous envisagez une reconversion, vous changez complètement de métier, complètement de secteur. Donc oui, cette crise a chamboulé le quotidien de tout le monde. Et là, maintenant, on va pouvoir, avec la réouverture, un petit peu compter ce qu'il en reste, de savoir qui sont encore là. Alors, sur les 100 000, moi, je ne connais pas très bien le secteur, mais j'imagine quand même que ça va être plutôt simple pour eux d'embaucher des saisonniers. Ça va être aussi plutôt simple d'aller recruter parmi les rangs de la jeunesse qui, elle, ne peut plus bénéficier de tous les petits boulots, donc dans l'hôtellerie, dans la restauration ou touristique, et qui, donc, ça fait 1 an et demi maintenant qu'elle ne peut plus accéder à ces travaux-là. Elle va pouvoir éventuellement remplir les vacances qui sont laissées. Après, ça sera intéressant de voir sur le marché du travail les séquelles justement de la crise, de tous ceux qui, par leur transition sectorielle, vont laisser des trous béants sur certains secteurs. Et alors ça, on n'a aucun chiffre pour l'instant là-dessus. On va le découvrir là aussi quand la mer reviendra ou partira. Et ça va être assez intéressant. Mais on risque d'avoir des pénuries, on le voit sur aussi le profil inflationniste, mais des pénuries par moment sur certains secteurs où effectivement on va avoir un taux de chômage élevé, mais en même temps des taux de vacances très élevés sur certains secteurs. On l'avait déjà vu avant la crise, ça restera là, mais là ça sera encore plus chamboulé justement par ces décisions individuelles des actifs de bouger et de changer de métier. Denis Jacquet, un mot sur cette pénurie, en effet, dans l'hôtellerie-restauration, à laquelle on ne s'attendait peut-être pas. On se disait que quand ça allait reprendre, les serveurs seraient là. C'est vrai qu'au départ, personne n'imaginait que ça dure aussi longtemps et qu'il y ait des confinements, reconfinements, déconfinements, reconfinements. Bon. Donc des stop and go permanents, ça, personne ne s'attendait vraiment à ça. Donc, et en réalité, au début, c'est vrai, il faut le reconnaître, même si moi j'étais un peu violent sur le sujet par rapport au gouvernement, il y avait un doute. Bon. Et donc, on pouvait se dire, si on laisse tous ces trucs ouverts, peut-être que c'est des usines à Covid et qu'on va tuer des gens. Bon. Au bout de 6 ou 8 mois de statistiques, on aurait quand même pu s'apercevoir que finalement, entre Houston et Miami, ou Singapour et Monaco, tous ceux qui ont laissé leur restaurant ouvert n'ont pas eu plus de cas de Covid. Donc manifestement, ni ça, ni les salles de gym n'étaient contributeurs à la maladie et qu'on aurait dû juste les laisser ouverts. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hôtellerie-restauration, c'est 2 typologies. Il y a une typologie de gens qui sont relativement permanents et des gens qui sont saisonniers. Mais saisonniers, dans un pays comme la France, c'est colossal. Quand vous êtes aux États-Unis, pour toujours comparer un peu avec eux, 20% d'entre eux sont des illégaux sans papier. Donc vous allez n'importe où aux États-Unis, notamment dans les villes du Sud, etc., ou en Californie, 20%. Et ils sont restés là parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas refranchir la frontière. Donc de toute façon, pourquoi Miami a laissé aussi beaucoup ouvert ? Parce que les gens commencent à mourir de faim. C'est-à-dire comme ils n'existent pas, ils n'ont pas d'existence légale, ils n'ont pas d'aide. Il nous reste quelques secondes, Denis Jacquet, on va revenir sur le cas français. Juste pour dire qu'en fait, les saisonniers sont repartis dans leur pays, contrairement à nous, qu'on ne sait absolument pas où ils sont. Et que si demain on réouvre toutes les plages du sud de la France, on n'a aucune capacité de savoir si ces gens vont venir. Et donc en plus, ils se sont dit, tiens, ça en cas de crise, c'est le premier truc qui morfle, je n'ai pas trouvé d'autres mots, qui souffre en priorité. Donc il faut mieux que je change de secteur, ce que disait très bien Maxime. Et donc du coup, c'est des gens qu'on a perdus. Donc le problème, c'est que les saisonniers, ils sont repartis de France.
Une très large majorité sont européens, ils sont repartis, on ne sait pas où ils sont et on ne sait pas du tout s'ils reviendront. Donc demain, on peut réouvrir, avoir des touristes et pas avoir de personnel. Et c'est pas une espèce de fantasme, ça pourrait être tout à fait une réalité. Merci beaucoup Denis Jacquet, je le rappelle, vous êtes président et fondateur de Day One Event. Maxime Sbailly, merci beaucoup de nous avoir accompagnés également ce soir. Je le rappelle, vous êtes économiste et directeur du think tank Génération Libre. Merci à tous les deux. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission Light & Smart. Très bonne soirée sur Bismart et à demain.